Aujourd'hui, je vais parler cinéma. Je vais parler du dernier film de Roman Polanski, à savoir D'après une histoire vraie. Ça tombe pile poil après les 2 ou 3 dernières vidéos que j'ai faites dans la série Tout ce que vous voulez savoir sur la psychanalyse et l'inconscient. Parce qu'il s'agit de la subjectivité et de qu'est-ce que c'est parler de soi. J'avais critiqué le fait que lorsqu'on parle de la vie quotidienne, lorsqu'on raconte ses vacances, lorsque, comme Lacan, on parle de Hegel, de Heidegger ou de topologie, certains soutiennent que c'est parler de soi, et qu'on parle toujours de soi. Même si c'est en parler d'une façon masquée, même si c'est en parler sous une forme détournée, c'est une façon de parler de soi, avec cette signification en filigrane qui est assez communément partagée des gens, au moins des gens qui croient à l'inconscient, que l'inconscient est toujours présent. Et que donc il influence toutes les paroles qu'on dit. Moi je dis non. Je dis que lorsqu'on parle de tout ce qu'on veut, de ses vacances à la Guadeloupe, ou de ce qu'on a acheté à Monoprix, ou de ce qu'on préfère comme ordinateur, ça ne met pas vraiment en jeu ce qu'il s'agit de soi, comme le soi auquel l'inconscient participe. Dans tous ces discours, les discours philosophiques, le discours de la vie quotidienne, le discours mathématique, ce qui se met en scène venu de l'inconscient, c'est le refoulement. C'est-à-dire que le contenu refoulé, lui, n'apparaît absolument pas. Donc dire que l'inconscient est toujours là, oui, c'est vrai, mais dire que on peut entendre quelque chose de l'inconscient lorsqu'on emprunte des détours ou des masques, eh bien, non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que là, le contenu de l'inconscient est révélé. Eh bien, c'est exactement la problématique d'après une histoire vraie. Le titre même du film, si on le décortique, est très intéressant de ce point de vue. D'abord, c'est d'après une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est pas une histoire vraie. Le mot d'après signifie qu'on a pris peut-être quelques libertés avec la vérité. Ensuite, d'après une histoire, c'est une histoire. Est-ce qu'une histoire c'est la réalité ou est-ce que c'est une fiction? C'est toute la question. Et enfin, elle est censée être vraie. Donc on a toute la question. Et la question, c'est celle posée par Delphine Darieux, le personnage joué par Emmanuel Seigner dans le film de Polanski. Son problème, c'est qu'elle a eu un énorme succès avec un premier roman autobiographique, dans lequel elle raconte, ce qu'on nous dit, ce qui a amené sa mère au suicide. Et à partir de là, elle est dans une dépression assez grave, elle n'arrive plus à écrire, parce que ce qu'elle a décidé de faire, c'est de sortir de l'autobiographie pour faire de la fiction. Voilà. Elle ne veut plus entendre parler de tout ça, on comprend que ça l'a traumatisée, et que même le succès l'a traumatisée. Elle veut faire de la fiction, et elle n'y arrive pas. Et pourtant, voilà que à la fin d'une séance de signature, dans un cocktail, elle rencontre une admiratrice qui insiste pour avoir son autographe, et qui dit s'appeler elle. Elle? Oui, elle, pour Elisabeth. Mais enfin, ça va être elle. Elle insiste pour avoir son autographe, et elle lui dit, c'est merveilleux, votre livre, c'est comme si vous aviez pris dans mes pensées. Beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent lui demander une signature, un autographe, lui disent, je me suis reconnu dans ce que vous avez raconté, etc. Comme quoi, quand on raconte une histoire vraie, même très particulière, même très singulière, eh bien des tas de gens y reconnaissent une vérité universelle, puisqu'ils s'y reconnaissent. C'est vachement intéressant de repérer ça, déjà. Donc cette elle s'incruste petit à petit dans la vie de Delphine Darieux. Elle lui demande de lui montrer les carnets dans lesquels elle fait ses brouillons,
Et par la suite, on s'apercevra que vraisemblablement, elle lui a volé ses carnets. Hein. De même qu'elle disait, c'est comme si vous aviez pris dans mes pensées, et là elle prend c'est elle qui prend dans les pensées de Delphine Darieux en lui piquant ses carnets. Pourquoi faire? On se demande. On peut penser, tiens, elle va peut-être voler une idée de roman, parce qu'elle est elle-même écrivain, mais elle est nègre, c'est-à-dire qu'elle écrit pour les autres, pour des acteurs, pour des journalistes, pour des sportifs qui veulent faire leur biographie, et elle les interviewe, et à partir de leurs paroles, elle va faire un écrit. Donc on peut penser qu'elle a peut-être envie de se faire un nom, elle aussi. Mais nous n'en savons rien très précisément, nous savons juste que petit à petit, elle s'incruste dans la vie de Delphine Darieux. Alors attention, hein, je fais du spoiling à tour de bras. Voyez le film avant, si vous voulez continuer. Mais je ne peux pas faire autrement que de raconter si je veux faire une interprétation de ce film. Et donc, Delphine, petit à petit, se rapproche. Elle est dans un appartement en face de chez Delphine Darieux, et ensuite elle dit qu'elle se fait virer de cet appartement, et la voilà habitant chez elle. Premier pas. Deuxième pas, on voit qu'elles ont les mêmes chaussures. Troisième pas, elle se mêle de lire son courrier et d'y répondre à sa place. Et répondant à sa place, elle demande à tout le monde de faire silence, de la laisser tranquille, pour qu'elle puisse travailler tranquillement sur son nouveau roman. Donc elle prend des initiatives à la place de Delphine. Et puis dans les mails, elle voit une invitation au lycée de Tours pour parler aux lycéens de la création artistique et du nouveau roman, enfin de son nouveau roman. Elle la persuade de la laisser aller à sa place. Parce qu'elle, elle est trop dépressive, Delphine est trop dépressive, elle n'a pas trop envie d'y aller. Et donc c'est le prétexte pour elle de se faire la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux, de s'habiller avec ses vêtements, et elle dit être allée à Tours pour faire ces conférences devant les lycéens. Et c'est là qu'il va y avoir un tournant dans l'histoire. Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est elle qui pompe la vie de Delphine Darieux. Et puis, là, toujours dans cette idée qu'elle instille dans Delphine, elle lui dit « Allons à la campagne, tu pourras travailler tranquillement sur ton roman, et moi sur mon nouvel écrit que je fais à propos de tel acteur qu'elle ne veut pas nommer, ou tel homme politique, on ne sait pas qui, elle ne veut rien dire. » Donc, elles vont à la campagne. Le voyage se déroule sous la pluie, dans la voiture, et, bon, comme on a du temps quand on voyage comme ça, elle commence à raconter sa vie. Et Delphine trouve ça très intéressant. Parce que elle a cette idée que Delphine devrait laisser tomber son idée de faire une fiction, mais de revenir à l'autobiographie et de livrer au public ce qu'elle appelle son livre caché. Mais Delphine se récrie en disant « Mais non, ma vie n'est pas intéressante. C'est pour ça que je veux faire de la fiction. » Et ça, je reconnais bien ce que j'ai entendu de multiples fois sur le divan, ces gens qui disent « Ma vie n'est pas intéressante. Pourquoi je la raconterais ?» Et même, ils vont jusqu'à me dire « Mes rêves ne sont pas intéressants. Pourquoi je vous les raconterais? Ça sert à rien. » Et c'est comme ça qu'on se dénigre petit à petit et qu'on mène une petite vie, parce que on se fait l'idée à soi-même que c'est une petite vie pas intéressante. Bon, moi je sais très bien d'où ça vient du fait que les parents, dans un premier temps, se sont pas intéressés à ce gamin-là, ou à cette gamine-là. Quelque part, soit par explicitement, soit par leur comportement, les parents ont dit à l'enfant « t'es pas intéressant, t'es pas intéressante ». Et donc, l'enfant continue à en être persuadé. Donc, que Delphine ait pu écrire déjà un roman autobiographique, ça paraît un peu contradictoire, mais enfin, en tout cas, elle en est là,
de penser que sa vie est inintéressante et qu'il n'y a pas de livre caché. Mais elle est persuadée qu'il y a un livre caché, c'est-à-dire un roman autobiographique en gestation, qu'elle l'incite à produire. Mais ce qui se passe dans la voiture quand elles vont à la campagne, c'est que c'est elle qui livre des éléments de sa vie que Delphine trouve très intéressants. Et là, il va y avoir un basculement. Ce n'est donc plus elle qui va pomper la vie de Delphine, mais Delphine qui va se mettre à pomper la vie de elle à son insu. C'est d'ailleurs à ce moment-là, au moment où elle prend de l'essence sur l'autoroute, et c'est pas anodin que ce soit prendre de l'essence, parce que prendre de l'essence, c'est prendre de l'énergie pour avancer, et mettre le pistolet à essence dans la voiture, c'est une métaphore de l'acte sexuel assez explicite, dirais-je. Et c'est à ce moment-là que, justement, Delphine reprend du poil de la bête, retrouve l'essence de sa verve d'écrivain, en pensant qu'elle va pomper l'histoire de l'autre qui était très intéressante. Effectivement, cette histoire est ponctuée de crimes, de meurtres, de suicides. Bon, ça c'est intéressant, ça va intéresser le lecteur. Et donc, elles écrivent toutes les deux dans cette maison à la campagne. Et j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, Delphine s'était cassé la figure dans les escaliers et se retrouve avec la jambe dans le plâtre, relativement immobilisée. C'est donc elle qui va faire les courses, qui revient, qui va... Mais Delphine est quelque part complètement isolée du monde dans cette maison. Delphine continue à être à l'écoute de tous les moments de la vie de elle qu'elle veut bien livrer. À un moment, elle lui fait toute une crise, tout un cinéma autour des souris qu'il y aurait dans la maison. Elle fait une phobie des souris. Donc, aux prochaines courses, elle achète de la morora, qu'elle demande à Delphine de répandre dans la cave. Delphine, la pauvre, qui avec sa jambe cassée a bien du mal à descendre les escaliers, elle les descend sur le cul, pour quand même répondre à cette injonction de répandre de la morora partout. Et c'est juste après que Delphine va commencer à être malade. Pourquoi ? Parce que on aura vu que elle, dans son cirque autour des souris, et aura vu les carnets sur lesquels il est écrit sa propre vie. C'est là qu'elle comprend que Delphine est en train de lui pomper sa vie. Et c'est à partir de là que Delphine est malade. Et Delphine comprend peu à peu, parce qu'elle aura entendu, Delphine comprend qu'elle est en train de l'empoisonner. Donc elle refuse les tisanes, elle refuse le chocolat que elle lui a fabriqué. Et une nuit, sous la pluie, en chemise, avec ses béquilles, clopin-clopant, elle s'évade, en quelque sorte. Et là, il y a une image formidable, c'est que s'évadant comme ça dans la nuit, avec sa chemise à carreaux, on a l'impression que sa chemise à carreaux est une prison, c'est les barreaux d'une prison. Donc elle s'évade, certes, mais en emmenant sa prison avec elle, évidemment. Comme nous tous, chaque fois que nous essayons de faire des détours pour ne pas parler de nous, chaque fois que nous essayons de parler d'autre chose, nous croyons peut-être parler de nous, mais c'est pas vrai, c'est le refoulement qui parle. C'est-à-dire le refus de parler de soi, le refus de laisser parler quelque chose de l'inconscient. Elle est là, la prison. Hein. Et effectivement, en rentrant, elle est persuadée qu'elle ne l'a pas écrit, ce roman. Et ça nous renvoie à ce qu'elle avait dit de son enfance. Elle avait dit, dans mon enfance, je m'étais inventé une amie imaginaire que j'appelais Kiki. Elle raconte la mort de son père dans l'incendie de la maison. La police a conclu à un incendie criminel. Delphine demande, et sait-on qui a été le coupable ? Et avec un petit sourire, elle répond, je pense que c'est Kiki. Voilà une amie imaginaire qui est capable de déclencher un incendie ? Eh bien oui, l'incendie qui a brûlé son père, c'est-à-dire l'incendie qui brûle entre la fille et le père, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe, tout simplement.
dit sous une forme métaphorique. C'est un détour, c'est une fiction, dont elle nous dit que c'est la vérité de sa vie, aussi vrai que Kiki est une amie imaginaire. C'est là que nous comprenons que pour Delphine, en fait, elle n'existe pas. C'est aussi une amie imaginaire qu'elle s'est inventée. Avec cette mise en abîme, elle, amie imaginaire de Delphine, et Kiki, imaginaire, amie imaginaire de elle. Donc nous sommes dans une double fiction qui pourtant révèle la vérité. De même, elle raconte comment, dans un refuge de montagne, elle a été témoin à peu de choses près du suicide de son compagnon. Elle le raconte d'une façon telle que moi j'ai eu l'impression, en tout cas, que ça pouvait très bien être un assassinat. Et effectivement, dans les rêves, dans l'inconscient, nous sommes des meurtriers, nous sommes des incestueux, tous autant que nous sommes. Ça brûle entre les parents et les enfants, ça brûle de libido. Mais ça, il faut surtout pas le dire, il faut surtout pas parler de soi à ce niveau-là. Il faut faire des détours, il faut le cacher, etc. Donc, quel meilleur refuge que le masque de la fiction, le masque du roman, ou le masque du rêve. C'est la même chose. Hein. Donc, pour pouvoir parler d'elle, Delphine Derieux s'est inventée une autre personne dont elle aurait piqué la vie pour pouvoir parler de la sienne propre, en pensant que c'est celle de l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Le c'est pas moi, c'est l'autre, c'est un des mécanismes les plus communs de l'inconscient. Hein. Je vous parle de l'Oedipe de l'autre, je vous parle des tendances meurtrières de l'autre, mais c'est pas moi. Et c'est ce qu'elle dira à la fin, je n'ai pas écrit ce roman, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est elle. Hein. Et je n'ai pas fait une tentative de suicide, c'est elle qui a essayé de m'assassiner. Mais effectivement, si l'amie imaginaire, elle, a de telles tendances incestueuses et meurtrières, et il y a de quoi avoir envie de la tuer, donc de se tuer. Hein. C'est ce qu'elle a fait sans aucun doute, en pensant que c'est l'autre qui l'assassine. Et c'est vrai, c'est-à-dire c'est son inconscient qui l'assassine. Mais en restant à la fin dans cette idée que c'est pas moi, c'est l'autre, eh bien, elle, Delphine, n'aura pas avancé d'un iota. Elle a écrit certains romans, mais dans la mesure où elle dénie que c'est elle, eh bien, comme dit Freud, dans le déni, le refoulement n'est pas levé. Hein. Il n'est toujours pas question de son inconscient. Donc on rejoint ma problématique du départ, avec Lacan qui dit à mon séminaire je suis analysant, je parle de philosophie, de mathématiques et de logique, et c'est faire une analyse, tout cela? Eh bien non, comme je le dis souvent, c'est la plus grosse arnaque du siècle au niveau de la psychanalyse. Non, quand on emprunte des détours comme ça, qu'on parle d'autre chose, ce n'est pas parce que je parle de mon inconscient que je lui laisse la parole. Au contraire, je la refoule un maximum. Et donc, je n'avance pas. C'est pas une analyse. Absolument pas. Ce que fait Delphine est beaucoup plus proche d'une analyse que ce que fait Lacan. Et les lacaniens à sa suite. C'est-à-dire parler de philosophie, de logique, ou parler des analysants. Parce que parler des analysants, on peut parler de l'Oedipe de l'analysant, oui. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Est-ce que c'est parler de soi? Non, toujours pas, parce qu'on n'avance pas d'un iota lorsqu'on parle des autres. On ne laisse parler que le refoulement, et non pas l'inconscient. Donc ça fait écho à ma vidéo sur le contenu de l'inconscient. Le contenu de l'inconscient, là, il n'est pas révélé tant qu'on est dans le détour, dans la fiction. La fiction peut peut-être parler de soi, mais dans la mesure où on dénie que c'est parler de soi, dans la mesure où on dit que c'est une fiction, eh bien, le contenu de l'inconscient n'est pas révélé. Surtout si effectivement il reste sous forme métaphorique, comme dans un rêve, comme dans cette histoire de l'incendie de la maison avec le père. J'ai parlé d'Oedipe,
Mais je pourrais parler aussi de castration, puisque à un moment, au début, au moment où on commence à s'apercevoir que elle prend la place de Delphine, cette elle, énervée par un appareil ménager, le casse en brandissant un rouleau à pâtisserie. Rouleau à pâtisserie, arme féminine par excellence, mais phallus par excellence aussi. C'est là où une femme, dans l'imagerie populaire, c'est là où une femme fait valoir son autorité à la maison, son autorité sur son mari. Hein. Et là, elle casse un appareil ménager. C'est une façon de dire, je casse l'image de la femme. Moulinex libère la femme, et moi je libère la femme de Moulinex. C'est ce qu'elle fait. Et à la fin, lorsque Delphine se sentira prisonnière de son double, elle verra dans un rêve, elle, brandir ce même rouleau à pâtisserie pour lui péter la jambe qu'elle a dans le plâtre. C'est-à-dire cette jambe qu'elle a dans le plâtre, qui est le symbole de son phallus, c'est-à-dire de son impuissance à écrire, et en même temps de sa puissance retrouvée à travers un masque, c'est-à-dire à travers le plâtre. Hein, ça m'empêche de marcher, mais ça me permet d'écrire. Et elle casse cette jambe, la fait littéralement disparaître, exploser. C'est comme le phallus chez une femme, littéralement, le phallus explose. Il est là et il n'est pas là. Parce que l'instant d'après, elle a à nouveau sa jambe dans le plâtre, évidemment, parce que ce n'était qu'un rêve. Hein, la castration, c'est un imaginaire, aussi imaginaire que l'ami imaginaire. Il y a un moment, au début du film, où Delphine, avec son petit ami, va voir une expo de photos. Et dans cette expo, il y a un portrait d'elle, Delphine Derieux, dans lequel elle a du mal à se reconnaître. Parce que ça fait, on a l'impression d'une vieille dame autoritaire. Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'elle se voit. Et effectivement, il y a un petit dialogue qui dit, la façon dont je me vois n'est pas la façon dont les autres me voient. Hein, c'est toute la question de qui suis-je dans les détours que je prends pour parler de moi, et qui suis-je en vérité dans ce détour qui est un rêve. Et effectivement, Delphine va se servir de cette image d'elle-même dans un rêve pour envoyer balader son ordinateur dans la fenêtre de elle, qui à ce moment-là habite en face. C'est une façon de dire, hein, l'ordinateur c'est une mémoire, puisque c'est là-dessus qu'on tape ses mémoires, ses autobiographies. C'est une métaphore de sa propre mémoire qu'elle envoie valdinguer chez l'autre. Ma mémoire, c'est la mémoire de l'autre. Voilà, c'est ce que dit son rêve. Avec l'image d'elle-même qui n'est pas elle-même. Donc voilà donc pourquoi j'insiste toujours sur le fait que le parler de soi, qui est tellement prohibé dans les milieux analytiques, est en fait la seule façon de faire son analyse. Alors bien sûr, les collègues me répondront, oui mais ça on l'a fait dans le cabinet de l'analyste. Ah oui mais après pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi est-ce que ça reste toujours aussi tabou? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que les tabous ne sont en vérité pas levés et que une seule personne au monde peut l'entendre? Alors que, normalement, enfin c'est mon idée de la psychanalyse, avoir réintégré en soi toutes les idées incestueuses, castratrices, oedipiennes, tout ce qu'on voudra, meurtrières, les avoir réintégrées en soi, ça veut dire que maintenant ça fait partie de soi, donc on peut en parler comme étant soi. On n'a plus à les cacher. Pourquoi est-ce qu'on les cacherait encore? Parce qu'on se sent encore coupable? Mais si on se sent encore coupable, c'est peut-être bien que l'analyse n'est pas tout à fait terminée quand même. Et c'est ce qui arrive à Delphine. Hein, elle se sent terriblement coupable par rapport à toutes ces histoires qu'elle raconte de meurtre de son père, incendie, etc. C'est pour ça qu'elle ne peut pas assumer que ce soit elle. Il faut que ce soit elle, une autre. Hein. Voilà, j'espère vous avoir fait entendre à quel point le fait de parler de soi a une importance phénoménale. Ici, je n'ai fait que parler de l'autre,
c'est-à-dire du film, du roman de Delphine de Vigan, qui est à la base du film, et moi j'en parle ailleurs, de moi j'en parle suffisamment ailleurs, mais je pourrais simplement conclure en vous disant que un jour j'ai rêvé que j'avais tué mon père et que j'avais couché avec ma mère. C'était donc une fiction, puisque c'était un rêve, mais quand je me suis réveillé, pendant encore 5 minutes, j'étais persuadé que c'était la réalité, que je l'avais fait. J'avais tué mon père et couché avec ma mère. Et c'était horrible, absolument horrible, insupportable. Maintenant, je vous le dis tranquillement, parce que beaucoup d'eau a passé sous les ponts depuis, mais ce rêve mettait en scène une fiction, puisque dans la réalité, ça ne s'était pas passé, mais cette fiction était plus vraie que la vérité que je peux raconter de ma vie quand je vous raconte de mes vacances à la Guadeloupe. C'est le cœur même de ma vie, présenté sous une forme de fiction, mais c'est la vérité, d'après une histoire vraie.